Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Facturation électronique en Europe. Préparez-vous aux prochaines échéances. Je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis également accompagnée de nos expertes. Moitsa, qui est directrice en TVA. Bonjour Moitsa. Bonjour. Et Anaïs, qui est quant à elle consultante et experte en TVA. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, quelques éléments de rappel. Donc, ce webinaire est bien sûr enregistré. À la fin de la session, vous allez recevoir le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF. Nous allons également consacrer une session de questions-réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Et puis, sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble le programme qui va rythmer cette fin de matinée. Alors, Anaïs et Moitsa aborderont plusieurs éléments. Donc, les obligations et les nouveautés, les impacts opportunités concernant la facturation électronique, ce qui les amènera à aborder la réforme VIDA, donc entre principe et actualité. Je vais maintenant laisser la parole à Moitsa en vous souhaitant un très bon webinaire. La parole est à toi, Moitsa. Merci Lorenza. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plus que jamais, la facturation électronique est un vrai enjeu en Europe. De nombreux pays l'ont déjà mis en place, comme on va le voir sur la prochaine slide, surtout pour les transactions B2G, mais ont décidé de l'élargir de plus en plus aux transactions B2B, afin, premièrement, d'améliorer la collecte de la TVA, réduire la fraude et moderniser les processus. Certains pays ont même opté pour des systèmes encore plus poussés, notamment les systèmes en temps réel, pour renforcer encore davantage la transparence. Donc, si on s'attarde instants sur cette slide, on peut voir que le calendrier, déjà d'une, est particulièrement dense et un très grand nombre de mesures est censé entrer en vigueur très prochainement. Ces mesures s'inspirent pour la plupart du modèle italien SDI, qui a fait vraiment référence, qui fait figure de référence, pardon, en Europe, et qui a permis de réduire drastiquement la fraude à la TVA de manière et donc de manière très très efficace, et ce qui devient très alléchant pour les autres administrations fiscales. Donc pour les prochaines échéances, euh, on peut citer par exemple l'Allemagne, qui a opté pour l'introduction de la facturation électronique dès le 1er janvier 2025. Entre deux opérateurs établis en Allemagne, le destinataire devra être équipé pour recevoir des factures électroniques à des fins de TVA au format standard CEN 16931. Les autres formats, par exemple, de factures telles que PDF ou EDI ou encore des factures papier, vont être autorisés temporairement pour être totalement remplacés à partir de 2028. Si on cite par exemple la Belgique imposera l'obligation de utilisation de facturation électronique structurée à partir de 2026 pour les entreprises belges établies, mais également pour les entreprises enregistrées uniquement à la TVA locale. Donc une différence par rapport à l'Allemagne. Les assujettis seront ainsi tenus d'envoyer et de recevoir des factures électroniques conformes à la norme PEPOL bis. Pour la Slovénie et Lettonie, ce sont des projets en cours qui prévoient une application au 1er janvier 2026. Quant à l'Espagne, on n'attend plus que le décret d'application pour connaître le calendrier d'application définitif. Le vrai enjeu ici, c'est quoi de ces mesures? C'est vraiment pour les sociétés qui ne sont pas établies, donc qui n'ont pas d'établissement dans les pays où ces mesures sont introduites, mais par exemple disposent uniquement de numéros de TVA local. Certains États, effectivement, ont clairement annoncé que ces entreprises, ces opérateurs seront également concernés par les différentes mesures. Pour d'autres, il y a vraiment un flou et donc ça crée de l'incompréhension vis-à-vis des opérateurs. Mais alors, comment se conformer à ces multiples mesures? Quel sera l'avenir de ces mesures et comment elles vont coexister, on va dire, avec la réforme VIDA? Nous essaierons d'y répondre un peu plus tard dans cette présentation. Pour l'heure, je laisse Anaïs vous présenter les dernières évolutions en matière de invoicing en France. Merci Moïtsa et bonjour à tous.
S'agissant des dernières actualités françaises, on a d'abord le calendrier de mise en œuvre de la réforme avec les grandes étapes à intervenir jusqu'au go live de la réforme. Le 19 juin 2024, on a eu une nouvelle version des spécifications externes, on y reviendra un petit peu plus en détail juste après. Fin 2024, on a les spécifications externes propres à l'annuaire qui vont paraître. Et puis ensuite, début 2025, début 2026, on a 2 pilotes, un annuaire, un déclaration qui va être proposé pour les PDP candidates. Fin 2025, une nouvelle version des spécifications externes à prévoir pour le 15 décembre et qui qui annonce déjà vouloir aborder le e-reporting plus particulièrement. Fin 2025 également, on aura la liste définitive des PDP immatriculés. On va y revenir aussi un petit peu plus en détail juste après. Et le go live de la réforme, c'est vraiment à partir du 1er septembre 2026, obligation de réception en invoicing pour toutes les entreprises et obligation d'émission et de e-reporting, cette fois-ci uniquement pour les grandes entreprises et les ETI. Et pour finir, le 1er septembre 2027, l'obligation d'émission en invoicing et de e-reporting pour toutes les entreprises, incluant les TPE et les PME. Si on peut passer à la slide suivante. Si on revient un petit peu plus en détail sur la nouvelle version des spécifications externes qui date du 19 juin 2024, mais on ne va pas s'attarder trop dessus étant donné que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une nouvelle version au 15 décembre qui va être forcément plus intéressante puisqu'elle va prendre en compte l'abandon du PPF par l'administration fiscale en tant que plateforme de facturation. On va également y revenir. Mais si on peut citer quelques changements significatifs, on a eu une refonte de l'annuaire, une refonte également de la matrice du cycle de vie qui était attendue puisque en fait la matrice elle a été étoffée et elle prend en compte la chronologie et les enchaînements des statuts, ce qui a été attendu par les opérateurs. Également, on a eu une précision pardon, sur le lisible de facture pour indiquer que une seule pièce jointe à la facture électronique peut être considérée comme un lisible. Tout le reste est purement pièce jointe. Et puis on a eu, et ça, ce sont des modifications classiques à chaque nouvelle version des spécifications externes, une modification des formats sémantiques avec des suppressions de données, des modifications de données, des ajouts de données, des modifications des règles de cardinalité, donc pour savoir si une mention est obligatoire ou non, et également des modifications des règles de gestion, tout ça étant inclus dans les annexes Excel du document socle des spécifications externes. On a aussi une évolution des cas d'usage, donc qui sont les règles particulières à prendre en compte par les entreprises qui sont décrites par l'administration fiscale dans les spécifications externes. Et dans cette version, plus spécifiquement, l'administration s'est attardée aux cas 13 et 14 sur la sous-traitance. Autre actualité, cette fois-ci sur la liste actualisée des PDP immatriculés sous réserve, donc sur la prochaine slide. C'est une liste qui date du 12 novembre 2024. Actuellement, environ 80 PDP immatriculés sous réserve. Alors quand on dit sous réserve, ça veut dire sous réserve de leur raccordement au PPF dans le cadre de la facturation électronique. Donc on peut considérer que cette liste ne va pas évoluer, enfin la liste définitive n'évoluera pas lorsque la facturation électronique entrera en vigueur au 1er septembre 2026. On peut attendre 100 PDP immatriculés à terme. À l'écran, vous voyez quelques grands acteurs de la facturation électronique, mais pas que, parce qu'il y aura aussi des acteurs qui seront destinés à accompagner les plus petites entreprises et qui seront par exemple des banques ou des experts comptables. Et c'est pour ces raisons, parce que les acteurs sont nombreux et sont également diversifiés, qu'ils proviennent de nombreuses, enfin ils ne sont pas que des acteurs de la facturation électronique. C'est pour ces raisons que l'administration fiscale a décidé d'abandonner le PPF en tant que plateforme de facturation. On peut passer à la slide suivante. Elle a annoncé ça dans un communiqué de presse du 15 octobre dernier. C'est vraiment un grand bouleversement. Et si on contextualise un peu les choses, le PPF, donc le portail public de facturation, qui était le pendant public des PDP, avait à la base 3 rôles. Un rôle d'annuaire des destinataires,
donc le grand référentiel de tous les acteurs embarqués dans la facturation électronique pour savoir comment et à qui et où envoyer les factures électroniques. Un rôle également de concentrateur de données parce que toutes les données de facturation et les données de e-reporting passent par le PPF pour être ensuite transmises à l'administration fiscale. Et enfin, un rôle de plateforme gratuite d'émission et de réception des factures. Et c'est ce rôle qui a été abandonné par l'administration fiscale le 15 octobre dernier. Alors, vous voyez à l'écran le nouveau schéma de facturation, d'émission et de réception des factures, avec un fournisseur, un acheteur, qui tous deux ont une PDP. Ces PDP s'échangent des factures et la PDP du fournisseur extrait les données de facturation, les transmet au PPF en tant que concentrateur de données qui, lui, va les transmettre à l'administration fiscale. Sur le schéma, il n'y a plus la possibilité pour le fournisseur et l'acheteur de se raccorder directement au PPF en tant que plateforme de facturation. Et c'est ça le gros bouleversement. Et on va s'intéresser sur la slide suivante aux conséquences pour les opérateurs. Les conséquences pour les fournisseurs et les acheteurs, c'est bien sûr que à partir de maintenant, plutôt que de se raccorder directement au PPF, ils vont devoir choisir une PDP. La deuxième conséquence, c'est que cette PDP va offrir ses services de manière payante, alors qu'il faut avoir à l'esprit que le PPF proposait une version gratuite d'une mise en conformité à la réforme de la facturation électronique. Mais l'administration fiscale, avec cette décision, a considéré que les acteurs qui allaient proposer des services aux petites et aux moyennes entreprises, qui étaient vraiment les acteurs concernés et qui allaient se raccorder au PPF, ces plateformes, en fait, ces PDP, vont proposer probablement une brique facturation électronique à un package déjà existant et qui est contractualisé avec les petites et les moyennes entreprises. Donc finalement, pas trop d'impact pour elles, si ce n'est que, et on va le voir dans la slide suivante, plutôt que de se raccorder directement au PPF, ça demande pour les entreprises de réaliser un travail un petit peu en amont pour définir leurs solutions et définir leurs besoins à proposer à la PDP. Plusieurs questions. Il faut d'abord arbitrer pour ces entreprises entre les sujets à conserver en interne versus ceux qu'il faut confier à la PDP qu'ils choisiront. Et ça, c'est pour la facturation électronique, pour l'émission et la réception des factures. Mais en plus, il y a d'autres questions à se poser concernant d'autres obligations qui sont issues de la réforme de la facturation électronique, telles que le e-reporting et l'obligation de cycle de vie. Et pour ceci, pour l'instant, on n'a pas réellement de réponse. On attend des solutions dans la prochaine version des spécifications externes, comme je vous l'ai dit, qui va paraître au 15 décembre prochain. Et de notre côté, on se tiendra informé pour vous faire une communication en ce sens sur les nouvelles obligations à prévoir. Autre possibilité pour les entreprises qui ne vont plus choisir, enfin, qui n'ont plus la possibilité de se raccorder au PPF, mais qui vont devoir choisir une PDP, c'est de sortir un petit peu du cadre strictement légal, c'est-à-dire d'aller au-delà du socle réglementaire de la facturation électronique et profiter d'avoir une PDP à leur disposition pour lui demander des fonctionnalités complémentaires. Alors ça, on reviendra un petit peu plus en détail dans la deuxième partie sur la mise en œuvre de la réforme, mais il faut quand même avoir à l'esprit que certaines fonctionnalités étaient déjà proposées par le PPF en natif et de manière gratuite. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir se poser certaines questions sur l'opportunité de, plutôt que de le gérer en interne, le demander à la PDP qu'on choisira. Je pense notamment à l'archivage fiscal qui était une fonctionnalité proposée par le PPF de manière gratuite pour les factures qu'il allait recevoir. Voilà pour cette partie sur les actualités françaises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra en fin de séance. On passe maintenant à la partie sur la mise en œuvre du projet en lui-même de facturation électronique, avec les différentes étapes à respecter et les impacts et opportunités à prévoir pour les entreprises.
le choix d'une solution de mise en conformité avec la réforme de la facturation électronique implique des travaux préparatoires pour les entreprises pour déjà bien choisir sa PDP et les fonctionnalités réglementaires et hors du socle réglementaire, donc les fonctionnalités métiers qu'on va lui confier. Également, injecter de la donnée conforme, puisque en fait, la PDP, elle, va vérifier la conformité réglementaire, enfin la conformité technique et sémantique de la donnée, mais ne va pas probablement pas vérifier la conformité des traitements TVA qui sont appliqués par la société. Également, il faut s'interroger, et ça je vous l'ai déjà dit, sur les sujets à conserver en interne versus ceux à confier à la PDP. Pour ceci, on imagine une structuration du projet en 3 phases, avec une première phase de cadrage, c'est-à-dire une analyse de l'existant au sein de l'entreprise. D'abord une analyse des flux. Quels sont les flux d'achat? Quels sont les flux de vente qui existent au sein de l'entreprise pour savoir s'ils vont être compris dans le invoicing, le e-reporting ou s'ils vont être hors réforme. Également, il faut s'intéresser aux cas particuliers de l'entreprise pour savoir s'ils vont donner lieu à un cas d'usage tel que défini par l'administration fiscale et qui demande à envisager et comme conséquence des traitements particuliers dans la réforme de la facturation électronique. Il faut aussi s'intéresser aux outils utilisés dans l'entreprise, quelles sont les sources de données, comment est traitée la donnée, comment est reportée la donnée, quelles sont les mentions qui sont reprises sur les factures, pour savoir si le paramétrage des données et de la TVA est conforme, pour aboutir à une évaluation des traitements TVA et du report des mentions sur facture, pour savoir si tout cela est correct. Ce qui va aboutir à estimer la conformité actuelle de la société avec la réforme de la facturation électronique et la marche à franchir pour une conformité totale. Ça permet de structurer les besoins et d'identifier ce qui va devoir être demandé à la PDP lors de la phase 2 de définition de la solution. Dans cette phase 2, on va identifier les besoins qui vont être pris en charge en interne et ceux qui vont être confiés à la PDP. Mais ça peut ne pas être une seule PDP. On peut choisir une PDP à l'achat, une PDP à la vente, une PDP seulement pour certains sujets. En fait, le choix de la solution va vraiment être propre à chaque entreprise en fonction de ses besoins, de ses attentes, qu'elles soient métiers ou qu'elles soient réglementaires. Une fois qu'on a designé la solution, on passe à la phase 3 de mise en œuvre de la solution, c'est-à-dire vraiment l'implémentation de la solution au sein de l'entreprise. Ça nécessite d'accompagner les équipes pour déjà les former à la réforme de la facturation électronique, ce qui n'est pas forcément simple, et puis aussi de les former à l'utilisation des nouveaux outils, donc de la PDP. Il faut aussi pouvoir assurer une veille constante de la réforme de la facturation électronique, puisqu'on l'a vu et puis on le voit encore maintenant, c'est une législation qui évolue avec le temps et qui va probablement encore évoluer avec les usages et la mise en œuvre de la réforme. Et il faut pouvoir identifier si les nouvelles évolutions vont avoir des conséquences au sein de l'entreprise. Sur la slide suivante, je vais vous parler des impacts à prévoir pour les entreprises lors de la mise en œuvre du projet de facturation électronique. D'abord, des impacts sur l'organisation de l'entreprise et sur les différentes fonctions existantes au sein de l'entreprise. D'abord parce qu'il faut pouvoir établir une gouvernance du projet. La facturation électronique est un sujet transverse, en fait, qui va embarquer plusieurs services, le service achat, le service vente, le service IT aussi pour le paramétrage, le service comptabilité, voilà, différents services. Il faut pouvoir définir les rôles clés de chacun et les responsabilités, que ce soit en interne auprès des services, mais également avec les tiers et notamment la PDP. La réforme implique aussi une refonte du système IT, puisque au fait, pour identifier les outils, on va passer en revue tous les référentiels qui sont une source de données, que ce soit les référentiels des achats, les référentiels des ventes, les commandes, les articles, d'où proviennent les données, comment elles sont reportées, comment elles sont traitées, comment elles sont cadrées.
Et enfin, il faut avoir à l'esprit que c'est vraiment tout le modèle transactionnel qui va être bouleversé avec cette réforme, puisque plutôt que d'avoir des données globales, on va vraiment s'intéresser à des données transactionnelles individualisées. Et c'est ces données qui vont être transmises à l'administration fiscale et qu'elle va analyser. Mais il faut aussi savoir que ce ne sont pas que des données franco-françaises, parce que la réforme de la facturation électronique, Moïtsa vous en a déjà parlé, et puis vous en parlera encore avec Vida, s'inscrit vraiment dans une dynamique qui implique déjà les pays de l'Union européenne, mais va aussi au-delà de l'Union européenne. Donc c'est vraiment toutes les données mondiales qui vont être plus ou moins mises à disposition des administrations fiscales pour faire leur reconstitution. Et c'est notamment pour ça que les impacts concernent aussi la gestion des contrôles fiscaux. C'est vraiment le cheval de bataille de l'administration fiscale lorsqu'elle a mis en œuvre cette réforme de la facturation électronique. Elle a voulu modifier complètement le schéma de transmission des données. Comme je vous l'ai dit, plutôt que ce soit des données transmises de manière globale avec les déclarations, ce sont des données transmises de manière individualisée et systématique plutôt que à la demande lors des contrôles fiscaux. Ce sont des données qui sont transmises en temps réel plutôt que après la réalisation des opérations, au moment où on fait les déclarations, ce qui implique au fait un contrôle continu de l'administration fiscale sur les données, sur les flux des entreprises. Et quand on couple ça avec son deuxième objectif de pré-remplissage des déclarations CA3, en tout cas d'une partie des déclarations CA3, on aboutit vraiment à un contrôle total de l'administration fiscale qui va pouvoir faire des reconstitutions et des cadrages automatiques et globalisés de l'intégralité des données d'une entreprise. Et ces réconciliations automatiques, elle va pouvoir également les faire, pas que sur la CA3, mais également avec d'autres déclarations des entreprises, comme le fichier des écritures comptables, par exemple, mais également les déclarations européennes, anciennement DEB-DES, et aussi la documentation prix de transfert, par exemple. Donc on peut imaginer que les contrôles fiscaux vont être moins fréquents, mais plus ciblés. Moins fréquents parce qu'en fait, l'administration fiscale, elle ne va pas aller de manière un peu aléatoire et périodique chez les entreprises. Oui, ça fait 5 ans qu'elle n'y est pas allée, donc elle va aller toquer à sa porte pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Non, là, cette fois, ça va être des contrôles ciblés puisque elle va déjà avoir des billes lorsqu'elle va se présenter dans une entreprise, des incohérences ou alors des interrogations qui seront remontées lors de ces contrôles automatiques, continus et systématiques qui sont réalisés. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut aussi envisager la réforme de la facturation électronique sous un œil un petit peu plus positif, sur la slide d'après, avec les opportunités d'évolution des process des entreprises. Parce que la réforme est porteuse d'opportunités d'automatisation des processus. L'automatisation permet d'abord un gain de productivité. Moins de tâches chronophages pour les opérateurs au sein des entreprises, puisque les données sont traitées, cadrées et reportées automatiquement. Les équipes, elles peuvent se concentrer sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. L'automatisation permet également une meilleure fiabilisation des données. Qui dit moins d'intervention humaine, dit aussi moins de risques d'erreurs, de doublons, d'oubli aussi. Ça permet de fiabiliser les données qui sont reportées et qui sont transmises. Enfin, on peut aussi imaginer une amélioration des relations clients-fournisseurs parce que l'automatisation permet vraisemblablement d'aller plus vite dans le traitement de la donnée, dans le traitement des flux, donc une réduction des délais de paiement fournisseurs. Et puis, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, on a aussi le système des cycles de vie, avec des statuts automatiques recommandés optionnels qui permettent aux fournisseurs et aux clients un meilleur dialogue, puisque avec l'utilisation des statuts, ils peuvent connaître en temps réel l'état des factures. Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce qu'elle est rejetée? Est-ce qu'elle est en attente d'éléments complémentaires? Voilà, c'est tout ce panel d'opportunités qui permettent de gagner en efficacité.
Et puis aussi, la réforme permet de rationaliser les processus. D'abord parce que l'infrastructure logicielle va être harmonisée. Puisqu'on va revoir les outils, on va pouvoir mutualiser les outils, décider d'en supprimer quelques-uns, décider d'utiliser une PDP pour tout ou pour certaines choses. Voilà, en fait, réduire le nombre de tiers qui sont sollicités. On peut aussi en profiter pour adopter de nouvelles solutions, des solutions qui sortent du socle réglementaire de la facturation électronique, mais qui permettent d'améliorer les processus. On pense par exemple à la vérification des mentions sur factures reçues, à la sécurisation des factures avec une signature électronique qualifiée, à la vérification des factures, à l'ECR. Voilà, il y a tout un panel d'opportunités qui existent. Et enfin, et ce sera mon dernier point, la réforme peut permettre d'alléger certaines obligations. Et là, je pense principalement à l'obligation de documentation de la PAF, puisque cette obligation perdure avec la facturation électronique. La documentation de la PAF n'est pas obligatoire seulement dans deux situations, en cas de signature électronique qualifiée et en cas d'utilisation d'un EDI fiscal. Mais avec la réforme de la facturation électronique, la PDP va prendre en charge la rédaction de la PAF pour les parties qui les concernent et pour tout le reste, on peut lui demander d'apposer des signatures électroniques qualifiées, si elle propose cette solution, sur les factures, ceci pour éviter d'avoir à rédiger la PAF sur ces flux-là. Enfin, et c'est mon dernier point, on peut aussi demander à la PDP de numériser les factures papier, par exemple les factures qui sont reçues des fournisseurs étrangers qui sont hors de la réforme de la facturation électronique. Cette numérisation serait conforme au livre des procédures fiscales qui impose des conditions strictes, mais qui, si elles sont respectées, permettent de ne plus avoir à conserver les factures au format papier et de conserver uniquement la, la copie électronique de ces factures, ce qui permet un peu de rationaliser, de digitaliser tout le processus. Voilà tout un panel d'opportunités qui vont au-delà du socle réglementaire et qui permettent de voir un petit peu plus de manière positive cette réforme. Mais rien ne serait complet sans l'intervention de la directive VIDA. Et pour cela, je laisse la main à Moïta. Merci Anaïs. Donc on peut avancer sur les slides, même pour sur la prochaine directement. Voilà, merci. Ça vous a sûrement pas échappé. Le 5 novembre dernier, donc les États membres ont unanimement approuvé, je dis bien sur le plan politique, la réforme VIDA, parce qu'il y a encore un process législatif qui est en cours. Donc elle n'est pas publiée dans le journal officiel en tant que tel, mais il y a de fortes chances qu'elle le soit, en tout cas dans le premier semestre 2025. Donc cette directive, cette nouvelle réforme qui est considérée comme la réforme la plus importante en matière de TVA, a trois objectifs. Donc premier objectif, c'est bien évidemment améliorer le système de TVA dans l'Union européenne en l'adoptant à la numérisation de l'économie. On en parle beaucoup. Deuxième objectif, c'est simplifier les obligations déclaratives des assujettis. Et troisième objectif, mieux lutter contre la fraude fiscale. Donc c'est ce qui drive, on va dire, le plus les différentes administrations fiscales. Donc cette réforme s'articule autour de trois piliers, comme vous pouvez le voir sur la slide. Premier pilier, c'est exigence de déclaration numérique. On l'appelle DER, Digital Requirement Reporting, avec pour but d'harmoniser les obligations de déclaration de TVA et en introduisant justement cette déclaration numérique en temps réel qui va être basée sur la facturation électronique. Reviendrai, pardon, excusez-moi, un peu plus tard. L'économie des plateformes, qui permettra une mise à jour des règles de TVA, surtout dans le secteur d'hébergement de courte durée et transport de passagers sur route. Et troisièmement, enregistrement unique à la TVA, le fameux Single VAT Registration, SVR, qui normalement contribuera à supprimer la nécessité, dans certains cas spécifiques, et j'y reviendrai également, de s'enregistrer la TVA dans d'autres États membres et étendre quelque part cette hausse one-stop shop, donc guichet unique, à d'autres opérations. Donc allons voir ces mesures d'un peu plus près.
Donc, sur la prochaine slide, on voit donc le premier pilier. C'est le pilier qui est le plus vaste de la réforme VIDA. Donc, il concerne la transition vers la facturation électronique obligatoire et ce fameux e-reporting des données de transaction. Donc, cette réforme se fera en 3 étapes. D'accord? Première étape sera normalement en application dans la première moitié 2025. En tout cas, c'est l'objectif de la réforme. Donc 20 jours après la publication officielle de la proposition dans le journal officiel de l'Union européenne, consistera en quoi? En 2 points. Les États membres pourront rendre obligatoire l'émission des factures électroniques pour les transactions domestiques uniquement, sans avoir au préalable à obtenir une dérogation, une autorisation du Conseil de l'Union européenne. Donc jusqu'à présent, si un État membre décidait de mettre en place une facturation électronique, il devait obtenir une approbation spécifique on va dire, de l'Europe. D'accord? Aujourd'hui, à partir de cette date, il pourra le mettre unilatéralement en place sans obtenir cette autorisation. Et deuxièmement, les États pourront également décider qu'un client doit accepter les factures électroniques à partir de cette publication au journal officiel, c'est-à-dire les obliger quelque part à accepter la facture électronique, comme c'est par exemple déjà le cas de l'Allemagne. Donc ensuite, la prochaine grande échéance en facturation électronique, donc elle est on va dire, dans 6 ans, enfin, on va dire 5 ans, puisqu'on est déjà fin d'année 2024, les entreprises enregistrées à la TVA seront obligées d'émettre une facture électronique structurée pour les transactions transfrontalières. Donc ça concernera aussi bien les opérations B2B que les opérations B2J au sein de l'Union européenne. Donc, cela concernera bien évidemment les livraisons et acquisitions intracommunautaires, transfert de biens propres d'un État de l'Union vers un autre État. Quand cela ne sera pas déclaré via OSS, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et livraison et acquisition de biens et de services qui seront soumis au mécanisme d'autoliquidation domestique. Donc la facture électronique sera basée sur un format structuré standard de l'Union européenne et devra être émise dans un délai de 10 jours à compter de la date de la livraison ou de la date de paiement si elle est antérieure. Certaines données de facture électronique devront être transmises via un reporting numérique par le fournisseur immédiatement après l'émission de la facture. Et donc c'est ce qui quelque part signifie la fin, la suppression, on va dire, des intrastats, des DEB qu'on connaît aujourd'hui. Les factures récapitulatives mensuelles seront autorisées. Au début, il était question de même les supprimer, bien évidemment sur certaines conditions, et d'autres données supplémentaires devront être incluses, par exemple sur la facture électronique. J'en cite quelques-unes. La simplification éventuellement pour les opérations triangulaires, le numéro de compte bancaire ou autre compte sur lesquels, par exemple, le paiement doit être effectué, une référence au numéro de la facture originale en cas de facture corrective, c'est peu ou prou déjà des obligations qui existent actuellement. Et à partir de 1er janvier 2035, l'intention est vraiment d'introduire une harmonisation totale des obligations de facturation électronique et de déclaration numérique dans l'ensemble des États membres. Donc, les obligations nationales déjà existantes devront être harmonisées avec ces nouvelles règles avant le 1er janvier 2035. Quel est l'impact pour les entreprises? Rapidement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les États qui ont déjà introduit la facturation électronique pour les opérations domestiques au 1er janvier 2024 ou qui étaient en train de la mettre en place pourront conserver ces obligations sur leur forme actuelle, du moins jusqu'au 2035. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs États membres au sein de l'Union européenne, devront continuer quelque part à gérer des obligations diverses de facturation et de déclaration au travers de l'Europe. Et donc ça risque d'amener, continuer à amener quelques difficultés, du moins dans cette période, on va dire, transitoire.
Et sachez que les États membres aujourd'hui auront la possibilité, bien évidemment, d'introduire des obligations de facturation avant le 1er juillet 2030, mais à condition qu'elles respectent et qu'elles soient conformes à la norme UE. On peut aller sur la slide suivante. Le deuxième pilier de VIDA impacte et impactera le traitement de la TVA des transactions concernées relatives aux plateformes et places de marché en ligne. À partir du 1er janvier 2027, il y aura déjà un premier aménagement du seuil de 10 000 euros pour les ventes à distance de biens, donc B2C, et les services qu'on appelle TBE, ce sont des services de télécommunication, radiodiffusion, télévision et services électroniques. Seuls les biens expédiés à partir de l'État membre d'établissement du vendeur seront pris en compte dans le calcul de ce seuil. Donc, ce qui n'a pas été très précis jusqu'à présent. Ensuite, la deuxième échéance dans cette mesure sera à partir du 1er juillet 2028, c'est-à-dire une plateforme numérique qui agit en tant qu'un intermédiaire ou agent qui facilite la fourniture de location de logements à courte durée, c'est-à-dire moins de 30 nuits consécutives, ou de transport de passagers par route, sera considéré comme fournisseur présumé de ces services aux fins de la TVA. C'est-à-dire que c'est lui qui sera du coup responsable de facturation de la TVA, de la collecte de cette TVA et ensuite de la déclaration de la TVA afférente. La seule, il y a quelques exceptions à cette règle, mais en tout cas une des exceptions c'est quand la plateforme ne sera pas responsable, considérée comme fournisseur présumé, si le fournisseur sous-jacent, celui qui lui fournit le service initialement, lui fournit également un numéro d'identification à la TVA dans le pays où la TVA est due. Donc, dans ce cas-là, il va déclarer lui-même et s'acquittera de la TVA correspondante sur cette livraison. L'application du mécanisme de fournisseur présumé aux plateformes a fait objet de 2 assouplissants, puisque sinon on n'aurait pas obtenu le vote de VIDA. C'est-à-dire que les États membres auront la possibilité, sur option, premièrement, d'écarter le dispositif si le fournisseur sous-jacent remplit les conditions du nouveau régime européen des SMI, donc SMI Scheme, c'est-à-dire c'est pour les petites entreprises qui génèrent moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne, et de prévoir une période de transition pour application de ce dispositif. Donc la mise en place par les États membres de ce dispositif sera en effet facultative jusqu'au 1er janvier, enfin à partir de 1er juillet 2028 et deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2030. À noter que par exemple l'Espagne a d'ores et avant déclaré qu'elle appliquerait ce dispositif avant 2028 sur le fondement de l'article 395 de la directive TVA qui lui permet de mettre en place des mesures de simplification dans la perception de la TVA et dans la lutte contre la fraude. Impact pour les entreprises rapidement sur cette deuxième pilier et le suivant. Certes, il concerne que un certain nombre de secteurs, mais son impact sera significatif parce que d'un côté, les États membres, bien évidemment, peuvent choisir de limiter ou de reporter la règle jusqu'à 2030, comme on l'a vu. Cependant, ça peut encore une fois créer des difficultés et une complexité supplémentaire puisqu'on n'aura pas la même application des règles dans différents États membres et peuvent in fine conduire à une distorsion de concurrence entre les différents opérateurs. Ensuite, pour le troisième pilier, donc slide suivante s'il vous plaît, qui elle concerne le Single VAT Registration, donc enregistrement unique à la TVA, donc SVR, qui vise normalement à réduire la nécessité pour certains opérateurs à s'enregistrer à la TVA dans un État membre de l'Union européenne où ils ne sont pas établis. J'insiste sur le fait que cela s'appliquera uniquement à un certain nombre de cas, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui sera généralisé. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on a un système pour notamment les ventes B2C qui s'appelle One Stop Shop. Donc, c'est un portail unique qui s'applique à certains biens et services
fournie par les opérateurs qui sont établis au sein de l'Union européenne et permet de payer la TVA sur ces livraisons dans plusieurs pays de l'Union européenne via un portail unique et de ce fait via une seule déclaration TVA. D'accord? Donc c'est une simplification qui n'est pas obligatoire aujourd'hui. Donc avec cette mesure, donc l'extension, l'os sera donc cette fameux guichet unique sera étendu à partir de 2028 à d'autres livraisons B2C, y compris notamment les ventes sans transport, ventes avec par exemple installation ou montage et quelques d'autres opérations. Les livraisons transfrontalières B2C qui concernent l'électricité, gaz naturel, d'autres livraisons qui sont liées à l'énergie pourront, elles, déjà profiter de l'extension une année avant, donc au 1er janvier 2027. Donc, il y aura également via ce OS un nouveau module qui concernera, lui, les transferts de marchandises à soi-même entre différents États membres. Pour rappel, un transfert est une livraison de biens sans transfert de propriété, donc il n'y a pas vraiment de vente. Je suis propriétaire, par exemple, d'une marchandise que je décide de transférer de France vers l'Allemagne pour, par exemple, être au plus près de mes clients futurs. Donc actuellement, ce genre de transfert entre les différents États membres, à quelques exceptions près, bien évidemment, déclenche une obligation de déclaration et d'enregistrement de la TVA, donc bien évidemment dans le pays d'expédition, mais surtout dans le pays d'arrivée des biens. Sauf si effectivement on avait recours à une simplification qu'on appliquait au call of stock, qui était introduite par la mesure des quick fix en 2020 qui permettait d'éviter de s'identifier à la TVA si la rotation des stocks était inférieure à 12 mois et que le client était connu avant, à l'avance et bien évidemment quelques d'autres conditions qui devaient être respectées. Cette simplification, vu que l'os va être également étendu à ces transferts à soi-même, deviendra bien évidemment obsolète et sera abolie à partir du 1er juillet 2028. Donc, à partir de cette date, une entreprise pourra choisir de déclarer ces différents mouvements soit dans l'os, donc via ce guichet unique, en évitant ainsi l'obligation de déclarer la TVA sur les acquisitions dans le pays d'arrivée, soit de continuer à disposer d'un numéro de TVA dans le pays d'arrivée de la marchandise. Cette mesure, encore une fois, est à prendre avec un peu de précaution parce que le recours à hausse ne sera pas permis si, par exemple, le propriétaire n'a pas le droit à une déduction totale de la TVA. Donc, il ne pourra pas s'appliquer au assujetti partiel. Il ne pourra pas s'appliquer non plus lorsque l'opérateur non établi effectue une livraison intracommunautaire de biens ou encore une exportation depuis ces pays. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, il devra toujours disposer d'un numéro de TVA dans l'État membre de l'Union européenne. Et enfin, le mécanisme de reverse charge va également être instauré et étendu. Actuellement, les États membres peuvent choisir d'appliquer le mécanisme de autoliquidation reverse charge à certaines opérations uniquement. La rédaction de la directive a été modifiée de may allow pour passer à shall allow, donc c'est-à-dire que les États membres doivent permettre le recours à autoliquidation. Donc, ils seront obligés d'autoriser l'autoliquidation à un fournisseur, par exemple, non établi. Euh, donc, pour ne pas être dans l'obligation de s'identifier à la TVA dans le pays où la TVA est due et que le client, par exemple, dispose déjà d'un numéro de TVA. Donc, dans le cas où le client aussi ne serait pas, par exemple, non plus, il serait pas non plus identifié à la TVA, les États membres auront la possibilité d'exiger que le client applique le reverse charge sur cette opération. Donc, avoir la possibilité rime encore une fois avec la possibilité d'une application complètement hétérogène au sein de l'Union européenne. Donc, bien évidemment, rapidement, impact pour les entreprises dans cette mesure. Bien évidemment, les mesures devraient théoriquement réduire des situations où les entreprises devraient devoir s'identifier à la TVA en dehors de leur pays d'établissement, mais elles ne supprimeront pas complètement la nécessité de ces identifications comme on a pu le voir à travers différents exemples. Ne pas s'enregistrer à la TVA aussi, garder l'esprit, pourrait également avoir des impacts négatifs sur la trésorerie, car par exemple dans ce cas de figure, il sera nécessaire de demander un remboursement de TVA sur vos achats dans les différents États membres,
puisque vous ne pourrez plus déduire, par exemple, la TVA collectée d'un côté sur la déclaration de TVA. Donc les changements envisagés par VIDA qui portent sur le caractère électronique des factures, la généralisation de e-reporting européen ou encore les règles de la TVA auront un impact sur la plupart des entreprises européennes et françaises. Une partie de ces changements peut être déjà anticipée dans le cadre de la réforme française de la facturation électronique qui va, comme l'a précisé Anaïs, s'appliquer à partir de septembre 2026. Pour les autres aspects de cette réforme VIDA, il faudrait évaluer l'impact sur votre organisation afin d'anticiper autant que possible les modifications nécessaires à une mise en conformité. Juste pour information, on va organiser d'autres webinaires spécifiques sur la réforme VIDA pour présenter plus en détail chacun des piliers et les impacts associés. Merci pour votre attention. Je pense qu'il est temps de peut-être traiter quelques questions. Le temps passe vite. Oui, effectivement. Alors, merci à Moutsa et Anaïs. On a 2 questions auxquelles on pourrait répondre. Donc, on a une Ouais. première question de Marie-Pascale qui se demande: «Faut-il une unique PDP par entité légale à l'émission?» Qui souhaite, répondre à cette question? Alors moi, je peux répondre à cette question et non, en fait, le design de la solution est vraiment en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir, plusieurs PDP, vous pouvez conserver vos outils actuels si, par exemple, ils ont été immatriculés, si vos plateformes ont déjà été immatriculées. C'est vraiment à la demande, en fonction de vos attentes que, vous pouvez décider d'avoir des PDP et ce schéma sera retranscrit dans l'annuaire, qui est le référentiel des utilisateurs. Dans l'annuaire, il y aura écrit, en fait, avec l'utilisation des suffixes, que tel flux va auprès de tel PDP, tel autre flux va auprès de tel PDP. Voilà, c'est une inscription à gérer avec l'annuaire. Merci Anaïs. Alors, deuxième question, cette fois-ci de Christelle. Merci Christelle, hein, et merci Marie-Pascale. Concernant l'allègement de la PAF, pouvez-vous revenir sur les conditions nécessaires à demander à la PDP pour en bénéficier, c'est-à-dire obligation de signature électronique des factures? Oui, donc les PDP, comme je l'ai dit, elles vont pouvoir, c'est pas forcément toutes, mais il existe des PDP qui vont pouvoir proposer cette solution de signature électronique qualifiée des factures, ce qui aura pour conséquence que ces factures-là, qui sont signées électroniquement, n'auront plus besoin pour les flux qui les concernent d'une rédaction de la PAF, les concernant. Les obligations, alors c'est les PDP qui vont vous les, enfin les plateformes plutôt qui vont vous les transmettre. Ça concerne notamment le fait que la plateforme soit certifiée en tant que partenaire de confiance. Il y a aussi d'autres conditions liées à la manière dont la signature électronique va être délivrée. Il faut vérifier l'identité de la personne qui est bénéficiaire. Voilà, il y a toute une liste de conditions à vérifier avec votre PDP si elle propose cette solution. Mais ça peut être très bénéfique d'avoir de ne plus avoir à rédiger de documentation de la PAF. Très bien. Merci beaucoup Anaïs. Nous n'avons plus de questions. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours entrer en contact avec, Aiming. Alors, slide suivante. Donc voilà, donc ça sera à partir de notre site internet qui s'affiche, à votre écran. Nous vous remercions à nouveau d'avoir participé. Merci Anaïs, Moïtsa, hein, pour tout le déroulé, toutes les informations que vous nous avez transmis. Nous vous souhaitons une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.